Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studio de production et créateurs de la formation À vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneur. Quel que soit leur métier, restaurateurs, explorateurs, doula, architectes, avocats et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leur démarche et leurs projets de vie. Entreprennent ou intraprennent naturellement et avec conviction. Ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir est d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcast ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Salut Albert, merci beaucoup d'être sur Aventure Humaine aujourd'hui. On est le jour de la rentrée. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler énergie verte avec Planète Oui. Avant de rentrer dans tous ces détails, ce beau parcours, cette belle aventure, je te propose de te présenter. Bonjour Gaël, donc, je suis Albert Codinac, je suis aujourd'hui à la tête de Planète Oui. Et qui est Planète Oui? Planète Oui est un fournisseur 100% renouvelable qui propose un modèle alternatif à la proposition de valeur de l'énergie verte. Et aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui développe petit à petit un savoir-faire sur toute la chaîne de valeur. Et nous sommes aujourd'hui capables de produire nous-mêmes de l'énergie renouvelable, 100% verte. Nous sommes capables de gérer cette énergie avec tous les savoir-faire que nous développons autour de la gestion d'énergie. Et nous allons jusqu'au bout de cette chaîne pour proposer cette énergie verte au consommateur final. Ok, on va rentrer dans les détails de justement tous ces pôles qui sont nécessaires à ce qu'on ait du courant et de la lumière partout chez nous. Alors aujourd'hui, vous êtes basé à Lyon. Tu as fait des études à Lyon, tu es de Lyon? Déjà, oui, nous sommes basés à Lyon, mais nous avons aussi une partie de l'activité qui est basée à Lille, pour des raisons historiques. Mais nous sommes, on va dire, une 60aine de personnes à Lyon et une 40aine de personnes à Lille. Et non, je ne suis pas lyonnais, je ne suis pas lyonnais d'origine, je suis loin de là. Je suis barcelonais, je viens de l'autre côté des Pyrénées. Et je me suis installé à Lyon il y a 9 ans, donc en 2011. Pour des études? Non, je suis arrivé à Lyon après mes études, après un VIE. Et je suis arrivé à Lyon pour mon premier job. C'était la période où en Espagne, c'était compliqué de trouver un travail rémunéré. Non rémunéré, c'était possible. Et après quelques années d'études, rien n'était proposé de l'autre côté des Pyrénées. Et je suis resté en France parce que j'avais déjà fait une partie de mes études en France. Ok. Tu as fait quoi comme études? Je suis ingénieur généraliste de formation. Et quand tu as démarré ces études, tu avais une idée du domaine d'activité dans lequel tu voulais travailler, évoluer? Tout au début, non. On rentre dans des études où il y a la science qui arrose tous les cours. Donc, c'est un peu dur de se projeter sur une application pratique. Mais à la fin, oui. À la fin, j'avais justement renforcé mes cours d'économie. J'avais démarré aussi d'autres formations à côté. Et oui, tout à la fin de mes études, j'étais très, très orienté énergie et économie. Ok.
Et donc tu arrives à Lyon, tu fais ce VIE. Oui, je fais un VIE à l'étranger avec une société française. D'accord. Donc, qui était la CNR, Compagnie nationale du Rhône. Donc, raison pour laquelle après je suis arrivé à Lyon. Très belle entreprise française et lyonnaise. Oui, et très présente dans les territoires lyonnais, effectivement. Et une entreprise, comme tu l'as dit, une très belle entreprise avec un gros savoir-faire en matière d'énergie renouvelable. Et avec des équipes très, très, très sympathiques et très performantes. Donc, le VIE, il était dans quel pays ? Il était en Albanie. Je fais 18 mois en Albanie, justement dans un cadre de développement de l'activité hydro de la CNR, qui à l'époque envisageait de se projeter dans l'Europe de l'Est. Activité qui ne s'est pas finalement développée, mais je faisais partie de ces démarches d'activité. Ouais. Et du coup, après ce VIE, tu restes à la CNR à Lyon ? Oui, tout à fait. La CNR me propose de revenir à Lyon, de continuer à travailler pour eux. Et ça me disait bien. Je ne connaissais pas Lyon. Je suis venu à Lyon pour la première fois pour mon entretien de job. De job, ouais, d'embauche. D'embauche. Et j'étais bien charmé. À ce moment-là, tu parlais... facilement français ? Oui, j'avais déjà fait 2 ans d'études en France. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Donc là, parce que tu parles très très bien et beaucoup mieux que moi anglais ou espagnol. Merci. Et donc, on te missionne sur quoi ? Quelle activité à Lyon ? Donc à Lyon, mon démarrage était justement en lien avec ces VIE. Okay. Donc, la mission du VIE, c'était développer de nouveaux actifs de production renouvelable, hydro, parce qu'il y a un potentiel hydro dans les Balkans qui est important. Il y a beaucoup d'eau, qui n'est pas forcément toujours exploitée. Et donc, on avait développé une petite centrale hydro, il y en avait d'autres qui se développaient. Et il y avait un petit problème de paiement des factures par l'État albanais. Et c'est comme ça que moi, je commence à découvrir les marchés de l'énergie, les marchés de trading, marchés de gros. Parce qu'on me dit, écoute, Albert, on ne se fait pas payer l'énergie. Ça serait bien de pouvoir commencer à regarder comment on pourrait valoriser autrement cette énergie. Okay. Donc, moi, avec mes petits moyens de l'époque, je commençais à creuser l'activité dans les Balkans, comment les marchés étaient organisés. Bien entendu, c'était pas aussi transparent qu'en Europe de l'Ouest. Et je commençais à creuser comment on pouvait faire pour valoriser l'énergie en Albanie et aussi comment cette énergie elle pouvait être exportée dans les pays autour. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir les marchés serbes, les marchés grecs, et donc qui sont les pays frontaliers avec l'Albanie. Et en revenant à Lyon, on m'a dit... Écoute, comment on a développé cette activité, ces savoir-faire en gestion d'énergie en Europe de l'Est. Et j'ai fait ça en début de carrière, donc pendant 2-3 ans, avant qu'à un moment, à la direction de la CNR, qui est restée une entreprise assez politisée, on a décidé qu'il n'y avait plus d'intérêt de continuer à travailler sur les projets de l'Europe de l'Est. Okay. Et on m'a dit, maintenant, il faut passer à autre chose. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas. C'est pas une âge où on se pose trop de questions. Moi, dès qu'on me donnait un objectif, je commençais à regarder autre chose. Et on m'a proposé de continuer à travailler avec l'équipe qui s'intéressait déjà au marché français et au marché qui touche à la France. Okay. Et c'est comme ça que je continue à développer un savoir-faire, un marché d'énergie, une gestion d'énergie sur les marchés français et les pays limitrophes. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment marche ce marché de l'énergie ? On va pas aller sur l'Albanie, juste déjà français. Oui. Comment ça marche et est-ce que depuis combien de temps peut-être on va parler du libre du marché qui s'est ouvert à la concurrence, un petit peu l'historique de comment ça marche, comment aujourd'hui c'est, on va dire, organisé. Oui, donc oui, le marché libre en France, c'est pas quelque chose de vieux, c'est depuis les années 2000.
Okay. Donc, début des années 2000, le marché s'ouvre petit à petit et il commence à y avoir donc des différents acteurs qui participent à ces marchés ouverts. Donc, notamment la CNR, qui au début était qu'un exploitant de barrage. Après, la CNR, elle a été obligée aussi de valoriser son énergie sur le marché de gros. Et ces marchés de gros, comment ils fonctionnent? C'est comme n'importe quel autre marché, il y a une offre et une demande. L'offre, c'est les producteurs qui vont produire des électrons qui vont injecter sur le réseau. Et la demande, ça va être les consommateurs finaux qui vont justement consommer ces électrons-là. Donc, a priori, c'est comme n'importe quel autre marché, mais il y a quand même quelques particularités sur le marché de l'électricité qui est qu'on ne stocke pas l'électricité. En tout cas, d'un point de vue économique, aujourd'hui, on n'a pas de solution de stockage rentable. Donc, ce qui veut dire que chaque électron qui est injecté sur le réseau, il doit être consommé quelque part en France ou ailleurs, parce que cet électron, il doit sortir des réseaux. Avant les années 2000, début d'année 2000, il y avait uniquement Électricité de France, EDF, tout à fait. qui était obligatoirement, qui rachetait obligatoirement tout ce qui était produit par des barrages, des centrales. En fait, c'était eux-mêmes qui avaient les centrales. D'accord. Et c'était eux-mêmes qui avaient les portefeuilles de consommation en face. Okay. Donc c'était eux-mêmes qui détenaient les réseaux. Okay. Donc eux, ils faisaient tout. Il y avait même pas d'offre et de demande, c'était eux qui géraient tout. Il y avait une offre et une demande, mais c'était eux qui géraient l'offre et c'est eux qui géraient la demande. Okay. Donc au final, il n'y avait pas de marché parce que c'était eux qui faisaient à la fois l'offre et la demande. Okay. Et ils se cuisinaient ça en interne. Et à la séparation justement de l'activité, avec l'offre, avec un producteur qui est toujours présent, qui a beaucoup de poids, donc EDF, mais qui n'est pas les seuls, et avec des consommateurs qui sont de plus en plus différents, parce que l'acteur historique, il a toujours un poids important. Oui. Mais on n'est plus obligé. On n'est plus obligé de passer par lui, et surtout qu'il perd des poids. Aujourd'hui, il va s'approcher petit à petit sur des parts de marché qui s'approchent des 70% des parts de marché. Donc en 20 ans, il a perdu 30%. Peut-être, voilà. La tendance, elle est potentiellement. À peu près, ok. Et... D'accord. Et du coup, ces producteurs qui deviennent, entre guillemets, libres, dans les années après les années 2000, qui produisent des électrons. Est-ce qu'on peut faire une petite comparaison avec la criée jour de pêche, les pêcheurs mettent tout le poisson sur le port et le poisson on peut pas le garder, il faut qu'il soit frais. Il passe devant des acheteurs potentiels et on achète le meilleur offrant. Tout à fait. Le jour J. Oui, tout à fait. C'est un petit peu ça la comparaison. Peu ça, mais ça sert très bien à illustrer, parce que c'est ça, la bourse de l'énergie. Tous les jours, il y a une bourse qui fixe les prix de l'énergie pour le lendemain. D'accord. Donc c'est très bien. La seule différence, et pas la seule, mais la principale, c'est que les prix de l'électricité, il va se fixer heure par heure. Pas, avec les poissons, ça ne va pas être le cas. Les poissons, on va avoir différents types de poissons. Mais on va pas faire la différence si on mange le poisson à 1h du matin ou à 18h du soir. L'électricité, oui. On consomme plus d'électricité à 18h du soir qu'à 2h du matin. Et c'est pour ça qu'on a les heures creuses, les heures basses. Par exemple, ça permet justement d'adapter l'offre et la demande. Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, les acteurs, et c'est pour ça que je parle souvent de la notion de gestion d'énergie, nous sommes obligés à intégrer ces notions d'offre et demande. Et pour faire évoluer les choses dans les bons sens, surtout si on veut intégrer les énergies renouvelables qui ne produisent pas tout le temps et sont soumis aux conditions climatiques et météorologiques surtout, on est obligé justement d'avoir une maîtrise de cette offre-demande pour ajuster au mieux la production avec la consommation. Ok. Merci pour déjà ce premier éclairage, sans jeu de mots. Donc tu travailles à la CNR et puis donc tu es sur le marché français et donc là tu
tu avances. J'avance, je découvre, j'apprends tu te beaucoup. Formes, tu te formes sur le tas, sur le terrain. C'est ça. Donc, il ne faut pas oublier que la CNR est le deuxième producteur hydraulique en France. Donc, il y a des volumes très conséquents. Donc, il y a toute une notion d'optimisation de tous les barrages, optimisation de la production sur les courts, moyens et long termes. Donc, il y a toute une notion de gestion d'énergie liée à un savoir-faire de marché qui est très intéressant et qui est vraiment une très bonne école pour moi. Oui. Ok. Et donc tu avances, tu vas finalement partir de la CNR ? Oui, finalement, à la CNR, donc, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Mais la CNR, c'est un gros canapé, très confortable. Mais plus on reste longtemps, plus on s'enfonce, et plus c'est dur à en sortir. Et je commençais à sentir un peu ces côtés, on est confort, mais ça bouge pas trop. Il est temps que je me remette c'est actif. Ça. Et ça collait pas trop avec ma manière de voir les choses, avec mon état d'esprit. Et donc, c'est sûr que oui, je commençais à regarder d'autres horizons qui s'adaptaient plus à mon besoin d'entreprendre. Parce qu'au final, pendant un certain moment, j'ai pu entreprendre internement à la CNR. Donc, j'étais un entrepreneur. Mais au bout d'un moment, c'était plus le cas. J'ai touché les limites d'une boîte, je ne dirais pas une grosse boîte, mais une boîte à une taille quand même conséquente, avec une mentalité encore de service public. Oui. Et j'avais touché les limites et oui, je commençais à regarder ce qui pouvait être fait. Donc tu te jettes, tu entreprends. Exactement. Et je me jette dans ces... Qu'est-ce que tu crées ? Donc j'ai créé BCM Énergie. Ouais. Et oui, en partant de la CNR, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, je me suis installé d'abord chez moi et après dans un coworking pour commencer à travailler. Et c'était en 2015, donc ça va faire 5 ans là. Et on commence à construire. Quelle est la mission de BCM Énergie ? Donc, BCM Énergie, au départ, était très pensé gestion d'énergie. Parce que justement, je venais d'un producteur. Les choses que je connaissais les plus, c'était la partie gestion de l'énergie chez les producteurs, l'optimisation sur les marchés, les trading. Et BCM, au départ, était très orienté sur cette activité-là, production et gestion de la production intermittente. Okay. Et ma vision, c'était qu'il y a de plus en plus de renouvelables qui arrivent sur le marché. Donc, on a de plus en plus besoin des gens qui seront capables de gérer cette intermittence. Et avec tous les changements technologiques que nous vivons aujourd'hui, un petit acteur peut être capable aujourd'hui de faire un métier de gestion d'énergie. Ce qui est important, c'est avoir le savoir-faire et surtout les modèles qui vont avec. Et du coup, tu crées donc BCM tout seul ? Au départ, j'étais tout seul, oui. Et c'est quoi avec des apports qui sont venus d'ailleurs aussi. D'accord. C'est quoi le jour 1 entre guillemets, c'est quoi le concurrent de BCM ? Il y en a ? Ou les clients de BCM sont tout de suite EDF et GDF et tout ça ? Non, au début, c'est vrai qu'à niveau concurrence, c'est compliqué à trouver un équivalent à BCM. C'est très nouveau, très nouveau. Disruptif. C'est surtout les gros qui font ces métiers-là. D'accord. Donc un petit qui fait ce métier, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe toujours pas beaucoup. Ce qu'on appelle les métiers d'agrégation et d'accès au marché. Donc non, après, bien sûr, tous les gros étaient nos concurrents, entre guillemets. Mais je ne sais pas si on peut nous appeler des concurrents, parce que nous, on restait sur un tout petit marché. Et on allait jouer dans la cour des grands. Ça a pris un certain temps. Hein, D'accord. Et pour justement devenir un gestionnaire, un agrégateur, est-ce qu'il faut des autorisations publiques ? Oui, des agréments ? On a commencé justement à travailler sur la partie accès marché. Ce qui a pris un certain temps, c'est vraiment réussir à avoir un accès au marché pour justement pouvoir
acheter et vendre de l'énergie sur les marchés des gros. J'ai eu pas mal d'échanges avec différents acteurs pour pouvoir justement... Heureusement que tu venais quand même de cet écosystème pour avoir compris et pour peut-être avoir déjà un premier réseau et un accès à ces personnes. Ouais. Et après, il a fallu aussi travailler avec les producteurs pour se faire connaître, pour essayer de trouver des acteurs qui sont prêts à travailler avec un plus petit acteur et avec un acteur indépendant. Ouais. Il y a une partie administrative au début qu'il a fallu mettre en place. Et du coup, en parallèle, est-ce que vous faites un focus sur d'abord avoir en gros les autorisations ou en parallèle, puisque c'est long, vous faites aussi la partie entre guillemets visite terrain et rencontre de ces producteurs? Non, au début c'était sur de modélisation. D'accord. Au début, ce qu'on a fait, c'est s'attaquer directement sur la partie marché. Donc, commencer à bien connaître les marchés de manière indépendante. Donc, commencer à l'approcher en solitude, ce qui n'était pas le cas à la CNR. Ouais. Donc, commencer à les connaître en étant un acteur indépendant et travailler surtout sur la partie technologique et modélisation. Donc, en fait, BCM crée tout de suite un petit peu de techno? Oui, l'idée, c'est... un outil de gestion? Oui, c'est justement, continuer et ce sont des choses qu'on continue à faire, mais mettre les bases pour développer les outils de gestion et le modèle de prévision. Ok. Et donc, là, tu touches bien sûr aussi ce marché cette techno de big data qu'il faut analyser. Il y a potentiellement un petit peu d'intelligence artificielle prochainement. C'est ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Ok. Et donc tu recrutes une équipe? Au début, je n'avais pas les moyens, mais... Au début, tu faisais tout. Ouais, au début... Et tu sais coder? Oui, un petit peu. T'as appris, après, maintenant, un tout petit peu. Maintenant, si je dis que je sais coder à l'intérieur de mon entreprise, on se moque de moi. Mais... Au début, c'est toi. Au début, c'est moi, oui. Ok. Et on fait avec les moyens de bord. Et après, avec des prestataires, on essaie de se débrouiller avec ce qu'on peut. Et oui, après, les choses avancent. On arrive à être une équipe de 2-3 personnes fin de la première année. Ok. Donc fin 2015. Fin 2016. Parce fin 2016. Ouais, c'est ça. C'était il n'y a que 4 ans. C'est fou. Ça. Tout à fait. Ouais. Ok, donc fin 2016. Ouais, première embauche, elle date de août 2016. Juillet-août 2016. Ok. Et après, voilà, première embauche, stagiaire, et on essaye de trouver un peu de ressources pour avancer. Et à partir de là, c'est le début de l'histoire et qui nous amène là où on est aujourd'hui. Ok. Et sans aller trop vite, du coup, à quel moment, donc BCM Énergie, ce n'est pas Planet Oui. À quel moment il y a cette opportunité? C'est 2016. C'est fin 2016, donc c'est l'année où on est déjà 3-4 personnes au sein de BCM. Et fin 2016, il y a cette opportunité qui se présente à nous et qui nous dit Planet Oui est un fournisseur 100% renouvelable qui est en difficulté et qui cherche un repreneur. Et il fallait agir très vite. Okay. L'avantage, c'est que moi... vous étiez assez réactif aussi. C'était pas une problématique. Ouais, l'agilité, c'était pas un problème. C'était plus les moyens qui étaient compliqués. Ouais. Mais on a réussi à intégrer Planet Oui fin 2016. Donc, à racheter... Ouais, en fait, on a récupéré à la barre du tribunal, l'activité de Planet Oui. Et depuis janvier 2017, on a toute l'activité qui est intégrée. Ok.
Et aujourd'hui, donc, on peut parler de Planet Oui au sens large, qui intègre l'activité d'agrégation. C'est exactement. Ok. Et donc Planet Oui, c'est aussi une marque, une belle marque. Ouais. C'est pour ça que vous la mettez en avant. Et donc 2 activités complémentaires. Mais c'était dans votre vision ou oui, c'est vous par exemple, pour être honnête, on avait déjà commencé à réfléchir à la mise en place de la fourniture. Donc, parce que pour être fournisseur, il faut justement des agréments, il faut des autorisations d'achat pour et vente. Et les rachats de Planet Oui, il a pu se faire parce qu'on avait déjà préparé cette demande d'autorisation. C'était déjà dans les tiroirs. C'était déjà ça qui a permis justement d'agir en quelques jours très vite. Donc oui, c'était dans la tête. J'avais vraiment envie de le faire. C'est juste que ça a accéléré vraiment le processus. Et là, ça nous a mis un coup d'accélérateur qui était difficile à anticiper. Le montage financier, il y a des co-investisseurs du coup pour... Oui, tout à fait. Ouais. Au départ, c'était nécessaire parce qu'on est dans une activité qui demande de l'argent. Et il y a des co-investisseurs, personnes privées, qui ont mis de l'argent pour accompagner ce développement. Et après, l'avantage, c'est que pour l'intégration de Planet Oui, nous n'avons pas eu besoin d'aller chercher des fonds supplémentaires parce que c'était en liquidation judiciaire et nous avons pu intégrer par nous-mêmes la structure. Ok. Et à ce moment-là, Planet Oui, il y a combien de collaborateurs ? Planet Oui, ils étaient une dizaine, 11 de mémoire. Et, tu intègres tout le monde ? On intègre tout le monde. Les 2 fondateurs sont partis, ce qui fait 8-9 personnes. Oui, effectivement, c'était leur bébé depuis longtemps. Ça faisait combien de temps que c'était Ça faisait 10 ans, je crois. 10 ans. Ouais. Ok. Ouais, ils avaient créé ça en 2007. Ouais. Peut-être presque, on peut dire, effectivement, dans l'entrepreneuriat, il y a toujours le momentum. Oui. Peut-être que ça avait été fondé, créé trop tôt. Il peut y avoir beaucoup de questions par rapport à cet échec-là. C'est pas un sujet que j'ai forcément creusé. Bien sûr. Mais oui, c'est en question de timing, de ressources financières. Il y a beaucoup de points qui pourraient justement répondre à cette question. Ouais. Ok. Et donc depuis début 2017. C'est l'aventure qu'on connaît aujourd'hui, qui décolle, et non sans difficulté. On est dans un monde de l'énergie où on est face à des gros acteurs, avec des ressources financières qui sont beaucoup plus conséquentes que les nôtres. Et donc, sans comparaison. Sans comparaison, ouais. On n'est pas au même niveau. C'est pour ça que parfois, quand des gens me disent « Oui, vous êtes concurrent d'Engie, d'EDF », je dis « Si on veut ». Écoute, ça me fait plaisir d'entendre ça, mais je ne l'ai jamais vécu tout à fait comme ça. Mais bon, attends. C'est les points auxquels on va arriver. Oui. Et on s'y approche. En 3 ans, on parle quand même donc de passer d'une équipe d'une dizaine de personnes à 100 personnes aujourd'hui. Oui. Vous venez de déménager dans pratiquement 1000 mètres carrés de bureaux. Oui. Vous avez levé un tour, vous avez fait une levée de fonds. Donc en 3 ans, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Ouais, c'est clair. Ça a beaucoup de changements. Donc aujourd'hui, vous gérez bien sûr en interne cette production et cette fourniture d'énergie. Oui. Vous avez combien de clients aujourd'hui à peu près ? Aujourd'hui, nous sommes autour de 70 000 clients. Ok. Que des particuliers ? Non, il y a aussi quelques professionnels qui commencent à intégrer aussi les portefeuilles. Au départ, on n'était que sur des particuliers. Et aujourd'hui aussi, on intègre des professionnels. Et donc, vous fournissez de l'électricité et aussi du gaz ? Oui, depuis quelques mois. D'accord. Du biogaz. Du biogaz et l'électricité verte, c'est-à-dire qu'elle peut être produite comment ?
Ça, c'est des sources renouvelables. Donc, nous, on parle de hydro, photovoltaïque et éolien. D'accord. Et aujourd'hui, vous représentez combien? Vous achetez la production de combien de producteurs? Aujourd'hui, on a signé, je pense, entre 9 et 10 producteurs. Après, chaque producteur, il y a des producteurs qui ont plusieurs parcs de production. D'accord. Mais on a signé, je pense, entre 9 et 10 producteurs. D'accord. Sur tout le territoire français. Français, oui, en France. Ok. Et le gaz, pareil, Les gaz, c'est pareil, c'est un métier différent, parce que on revient sur un autre métier, parce que les gaz, on peut les stocker. Oui. Donc, on a un autre type de notion de gestion d'énergie. Planète Oui, quand tu la réintègres, il y avait déjà électricité et gaz? Non, les gaz, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé de zéro. Ok. C'est une idée qui est née en 2019. Donc, janvier 2019, on commence à vraiment s'attaquer au projet. Ça nous a pris quelques mois. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents de pouvoir proposer une offre duale. Ok. Du coup, quels sont les gros challenges là en 2017 pour une fois que Planète Oui est intégré, qu'est-ce que vous faites pour avancer? En 2017, surtout ce qu'il a fallu déjà intégrer et mieux comprendre l'activité de fournisseur. Parce qu'encore une fois, je venais vraiment de l'activité amont. Mais l'aval, même si j'avais des notions, il a fallu se mettre dedans pour bien les comprendre. Et donc, il a fallu apprendre tout un nouveau métier. Il faut faire son trou aussi? Oui, aussi. Ouais. Et ça a demandé beaucoup d'efforts. Ouais. 2017, c'était une année d'efforts à tous les niveaux. D'accord. Et donc, pour accompagner ce développement, vous recrutez combien de personnes? C'est assez linéaire ou il y a eu des grosses phases? En fait, il faut comprendre la partie recrutement toujours en lien avec la capacité aussi à générer des revenus. Donc, il aurait fallu beaucoup embaucher en 2017 justement pour mettre à plat l'activité, dynamiser l'activité de fourniture, continuer à se développer. Mais la question aussi, c'est les ressources et il faut les trouver. Et 2017, c'était une période où on a dû jongler justement avec la capacité à créer des revenus et les besoins opérationnels sur le terrain. Il a fallu démultiplier les capacités de travail pour répondre à la fois sur l'opérationnel et à la fois sur toutes les capacités à pouvoir faire grandir les équipes. Donc là, à ce moment-là, vous êtes un petit acteur. Ouais. Et est-ce que c'est difficile de, entre guillemets, faire signer des producteurs parce que j'imagine que ces producteurs qui produisent de l'énergie s'engagent peut-être sur la durée, s'engagent dans un cahier des charges peut-être? Oui, il y a plusieurs choses, mais effectivement, c'est pas facile à convaincre un producteur que l'on est un tout petit acteur. Il y a déjà la notion de risque financier, parce que le producteur va nous vendre quelque chose, va nous vendre un produit, dans ces cas l'énergie, et on doit lui payer. Donc il y a un delta de temps. C'est la même relation de risque financier qu'on peut avoir avec n'importe quel autre métier. C'est comme celui qui va vendre des boissons à un bar. Il va livrer ses boissons et les bars vont le payer plus tard. Donc il y a une question de confiance qui doit s'établir pour justement pouvoir continuer à entretenir cette relation commerciale. Et en tant que petit acteur, cette notion de risque financier n'est pas la même que si on est un gros acteur étatique. Et du coup, il y a beaucoup de visites, de relations humaines qui se font sur le terrain. Il y a beaucoup de relations humaines qui jouent énormément. Aussi avec les banques qui doivent comprendre aussi quels sont les flux financiers. Donc beaucoup de travail de pédagogie. Et est-ce que le projet, entre guillemets, le manifeste et les valeurs que Planète Oui prône et affiche ont été
importantes et vous les avez vraiment rappelées, martelées presque pour engager dans un projet un peu plus global, un peu plus grand. Oui, et ça compte. Mais si quelque chose j'ai bien compris avec la création d'une entreprise, c'est que malheureusement, il n'y a pas que les valeurs et les projets qui comptent. Beaucoup les sous. Et l'argent est souvent un facteur de décision important. Et c'est un équilibre de tout ça. Donc il faut avoir la capacité à convaincre avec les discours, avec les projets, avec les valeurs. Mais il faut être aussi capable de rassurer financièrement parce que tout le monde, à la fin du mois, souhaite s'y retrouver. Ok, effectivement. Et du coup, tu as orchestré et tu as. C'est ça. Au quotidien, tu dois. C'est ton rôle aujourd'hui. Depuis le début, mais encore plus aujourd'hui. Oui, effectivement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup avec l'entrepreneuriat. Au début, on est convaincu qu'avec nos idées, avec nos projets, on peut faire beaucoup de choses, on peut aller très loin. Et souvent, on se prend une réalité commerciale et financière qui nous oblige à dépasser nos compétences, nos capacités. Ouais. Aujourd'hui, du coup, vous avez une croissance. Oui. Est-ce que tu sens qu'en France, il y a une recherche, une conscience sur le marché des particuliers qui cherchent, qui ont compris qu'ils avaient, que bien sûr, comme tu le dis, je rebondis là-dessus, le portefeuille décide de beaucoup de choses, mais justement, les consommateurs, les particuliers, les Français, les citoyens, ont le pouvoir, avec leur carte bleue, de dire attention, on a bien compris les enjeux de 2020, du 21e siècle, et on décide de ne pas faire confiance ou de moins consommer et d'être un peu plus responsable. Ça, tu le sens ? Oui, et tu as soulevé quelques points très intéressants. Déjà, c'est pas que les particuliers. Il y a aujourd'hui les professionnels aussi qui s'intéressent beaucoup au choix des fournisseurs. Avec la RSE. La RSE, la conscience des dirigeants. On a une nouvelle génération qui monte aussi. Je le vois autour de moi, certains dirigeants qui ont des vraies questions sociétales. Et donc, dans la question sociétale, il y a l'environnement qui prend une place très importante. Donc oui, il y a une conscience qui commence à se créer. Et après, l'autre point, tu parlais du portefeuille. Effectivement, ça rejoint ce que je disais. On doit être capable de proposer un modèle, un produit, une idée qui soit la meilleure, ou en tout cas qui soit alignée avec notre manière de voir le monde. Mais pour moi, la clé de la réussite, c'est que cette idée, elle soit quand même alignée aussi avec la capacité du pouvoir d'achat des gens. Ce que je veux dire avec ça, c'est que dans notre modèle, si on veut aller très loin avec les énergies renouvelables, nous devons démocratiser les énergies renouvelables. Et ça, c'est très important. Pour aller très loin, il faut taper fort. Et pour taper fort, on ne peut pas se limiter à l'élite qui peut se permettre de payer très cher un produit. Bien sûr, avec notre portefeuille, on peut décider et orienter certaines choses, certains produits, mais ça doit être un alignement entre les deux, portefeuille et projet. Ok. Et oui, effectivement, on n'est pas en train de faire le modèle Tesla, c'est-à-dire de créer, on va dire, une voiture sportive pour démocratiser une techno et la proposer aux portefeuilles les plus aisés. Justement, pour démocratiser, on est obligé d'aller sur une correspondance un petit peu Attention, plus basse. parce que Tesla, son projet, c'est démocratiser la voiture électrique. Oui, mais ce modèle la stratégie qu'ils ont utilisée, c'est au début aller proposer et prendre l'argent là où ils... Parce que c'était là où ils pouvaient les capter plus facilement. Ouais. Mais son idée derrière, c'est quand même démocratiser la voiture électrique. Et oui, parfois, on peut utiliser justement des produits un peu plus à forte valeur ajoutée pour justement capter un public qui est prêt à accompagner ces changements.
Mais les mouvements de fond, ça doit être justement démocratiser les produits. On va dire justement l'écart de prix, on va dire, entre le kilowattheure standard chez le fournisseur historique et celui de Planet Oui. Il y a un écart de combien ? Aujourd'hui, il y a justement notre très peu. pari, c'est pas avoir d'écart. Et peut-être sur quelques services, offres premium, on peut avoir un petit surplus, mais sur d'autres offres aussi, on peut être moins cher que l'opérateur historique. Okay. Et proposer un projet et des valeurs et une consommation bien plus transparente. Ouais. Et le fait de soutenir justement une entreprise qui travaille pour démocratiser les énergies renouvelables. Ouais. On était avec Laura l'an dernier, on l'a pas fait cette année aux universités d'été de l'économie de demain. Oui. Et effectivement, on a bien pris conscience à ce moment-là, en étant dans une salle avec 1000 entrepreneurs sociaux et solidaires, d'un mouvement beaucoup plus profond, beaucoup plus global, qui touchait une multitude de domaines d'activité, que, on va dire, la locomotive était en route. On ne va pas pouvoir faire marche en arrière. J'ai confiance justement en cette génération d'entrepreneurs, pas que des start-upers, vraiment toute profession confondue, tout domaine confondu, qui a pris, on va dire, à bras le corps quasiment l'ensemble des domaines, même les finances, avec justement, il y avait Eva Sedoun, la cofondatrice de l'ITA. Oui. Enfin bon, il y en avait plein, on allait réussir à profondément changer les manières de diriger, les manières de produire, de consommer, de voyager, bien sûr, et de communiquer. Complètement. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, nous devons être là justement pour orienter les choses, parce que c'est toujours l'œuf et la poule. Est-ce que c'est les consommateurs ou c'est aussi l'entreprise qui va réussir à proposer les produits qui s'adaptent à lui. Il faut qu'il y ait le momentum. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est en plein dedans, surtout après ce qu'on a vécu là, début 2020. On est encore un petit peu quand même en plein dedans. Mais on pourra pas s'en échapper si justement on n'est pas attentif et conscient de tout ça. Oui, c'est clair. Du coup, aujourd'hui, est-ce que j'avais une petite parenthèse à faire sur un cas d'études un petit peu spécifique. Par exemple, c'est un exemple un peu plus concret puisqu'il me concerne personnellement. J'ai un grand terrain. Ouais. J'aimerais produire de l'énergie verte, oui. Donc installer un hangar agricole ou industriel avec une activité en dessous, et du coup avec une toiture photovoltaïque. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous êtes capable d'accompagner des projets comme ça ? Oui, clairement. C'est justement dans notre logique d'avoir tout un modèle intégré, c'est que nous sommes aussi bien à côté du consommateur pour lui fournir de l'énergie, mais aussi pour l'accompagner dans toute sa volonté de faire avancer la transition énergétique. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Nous travaillons sur les terrains avec les clients que nous fournissons, et nous souhaitons justement accélérer ces genres de projets, soit par nous-mêmes, soit avec des partenaires producteurs avec qui on travaille, parce qu'il y a des partenaires producteurs qui peuvent très bien maîtriser ces genres de projets et qui ont les fonds pour investir là-dedans. Et notre idée, c'est justement identifier des projets, trouver l'optimum économique pour ces projets, et après trouver la solution qui s'adapte le mieux à chaque occasion. Donc vous avez aussi un département accompagnateur. Oui, tout à fait. Pour ce qu'on appelle l'équipe développement qui travaille justement sur ces projets-là et qui travaille en partenariat notamment avec beaucoup de producteurs avec qui on travaille déjà aujourd'hui pour gérer l'énergie. Parce que du coup, effectivement, en France, je pense que l'électricité qui est consommée est pour la plupart encore nucléaire. Oui. C'est ça ?
Vous, du coup, vous proposez une autre alternative. Mais c'est un petit peu abstrait l'électricité. Moi, je viens du bâtiment. J'ai jamais vraiment aimé parce que c'était pas visible, c'était pas palpable. Est-ce que tu peux nous refaire prendre conscience peut-être, nous réexpliquer? On a du mal à comprendre que y ait un électron produit dans un barrage et un électron produit dans une centrale nucléaire et qu'on puisse choisir celui que l'on consomme. Oui, rassure-toi, tu n'es pas le seul à poser ces genres de questions. Et effectivement, c'est très abstrait. L'électron, on ne le voit pas. Il rentre dans un câble et on ne le voit pas. Ce qui veut dire qu'un électron, on ne peut pas faire la différence, on ne peut pas mettre une étiquette. Donc, on ne peut pas répondre à cette question. On ne peut pas faire la différence entre un électron qui est dans un barrage et un électron qui est dans une centrale à charbon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, derrière tout ça, la seule chose que nous pouvons appliquer aujourd'hui, c'est vraiment mettre en place des traçabilités sur les flux financiers. OK. Donc, nous allons signer avec des producteurs à qui nous allons acheter cette énergie qui va être injectée sur le réseau, mais nous ne pouvons jamais garantir que l'électron qui est injecté sur le réseau, c'est celui que nous allons utiliser. Exactement. Par contre, les flux financiers, ça oui. Ça, il y a... Alors que c'est aussi abstrait. Voilà. Mais ça a une traçabilité, voilà, ça a un papier. Une traçabilité, ça parle à tout le monde. Oui. Et on sait bien que si nous, on récupère 10 € d'un client, et ces 10 € servent à payer les producteurs qui nous ont injecté des électrons sur les réseaux pour nous, on sait très bien que ces flux financiers, il est parti du consommateur au producteur. Et avec ça, c'est notre manière en fait de définir la traçabilité. Vis-à-vis des réseaux, tous les acteurs, on est pareil. On a des électrons qui rentrent et des électrons qui sortent. Mais nous ne pouvons pas identifier les types des électrons. Après, il y a des mécanismes juridiques qui servent à garantir que l'énergie injectée est d'origine renouvelable, ce qu'on appelle aujourd'hui les garanties d'origine. Oui. Et c'est là où vous êtes arrivé numéro 1 dans un classement, c'est ça? C'est tout à fait, oui. C'est un classement Greenpeace. Oui. Qui a très bien valorisé et ils ont beaucoup apprécié notre travail justement de traçabilité avec les producteurs et la capacité à garantir l'origine renouvelable de notre énergie. Ouais. Ok. Et du coup, une autre question peut-être logique. Plus les Français vont consommer, du coup acheter de l'énergie verte, moins la production dans les centrales nucléaires sera importante? Ou est-ce que c'est très compliqué de faire varier la production d'une centrale nucléaire et du coup le fournisseur historique, enfin le manager des centrales nucléaires en France, si la consommation chez lui diminue, revend cette énergie à l'étranger? C'est un mélange de tout ça. Il faut voir à court, moyen et long terme. Okay. À court terme, oui, c'est compliqué parce qu'il y a un équilibre physique sur les réseaux et il faut répondre à ça. Mais à moyen et long terme, c'est vrai que plus, par exemple, des entreprises comme la nôtre auront des clients, donc plus nous ferons l'effort pour aller chercher de l'énergie chez les producteurs ou à développer nous-mêmes des projets. Et plus on aura des clients, plus on aura de l'énergie qui va émerger, ou qui aura déjà émergé, mais qu'en tout cas, on va aider à mieux rémunérer. Donc on va rentrer dans un cercle vertueux autour de l'énergie renouvelable. Et c'est grâce à ça que justement, à moyen et long terme, on pourra donner des incitations à développer de plus en plus de projets. Après, l'équilibrage entre les différents moyens de production, gaz, renouvelable, nucléaire, ça va faire partie des positionnements stratégiques des différents acteurs. Mais notre volonté, c'est de transformer un maximum de gens sur les ENR et nous continuer justement à aider à développer la filière. On parle de l'énergie nucléaire, là. On a une chance peut-être.
mais c'est qu'on la considère quand même plutôt propre, dans le fait où elle dégage un petit peu moins de pollution, même si le déchet nucléaire est très sensible et très compliqué à gérer. Oui. L'énergie nucléaire, on la considère quand même comme une énergie fossile. L'énergie nucléaire, c'est un sujet qui est à l'origine de beaucoup de débats. Oui. Et même chez les gens qui sont très orientés transition énergétique, c'est un gros débat, même aujourd'hui, au sein des différentes personnes qui essaient de théoriser la transition énergétique. Oui. Mais c'est une réalité. L'énergie nucléaire, elle est décarbonée. Donc ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on a une vraie problématique des émissions de CO2. La vraie question, c'est, pour moi, est-ce qu'on doit développer des nouveaux moyens de production nucléaire ou pas oui, ça. C'est la grande question. Aujourd'hui, la France, elle a une chance d'avoir un parc nucléaire qui est amorti, qui coûte pas cher aux contribuables. Oui. La question est savoir quelle est l'externalité négative de tous ces déchets nucléaires. Et je pense qu'on va dire elle coûte pas très cher. On n'a, à mon avis, pas intégré un énorme prix, un énorme coût de la déconstruction. C'est ça. C'est le problème. Mais quoi qu'il arrive, il faudra les déconstruire. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que les vrais choix se font dans la construction des nouveaux. Une fois qu'ils sont construits, aujourd'hui, ils se tournent. Les coûts de démanteler un réacteur nucléaire, il va être les mêmes aujourd'hui que dans 10, 15, 20 ans. À l'inflation près. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on doit en construire des nouveaux? Et ça, c'est le vrai débat, je pense, aujourd'hui, qui a lieu même dans les autres sphères politiques autour de la transition énergétique. Et du coup, aujourd'hui, on a compris qu'il y avait 30% de part de marché sur d'autres producteurs, fournisseurs d'énergie. La part d'énergie verte consommée en France, elle est de combien? Bonne question. J'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que ça tournait autour des 5-10%. 5-10%, ok. Mais je devrais rechecker les chiffres. Ouais, je les mettrai dans les notes. Est-ce que tu penses, du coup, est-ce que le 100% énergie renouvelable en France est-il possible? Si oui, dans combien de temps? Si je n'y croyais pas, je ne serais pas dans ces projets. Oui, personnellement, j'y crois. En France et dans le monde. Ça implique beaucoup de choix politiques, ça implique beaucoup d'infrastructures. La techno existe. Et ça va continuer à évoluer, même à niveau technologique. Ok. La question, c'est quand. On entend souvent parler d'un horizon 2050. Ça me paraît réaliste. Ça m'apparaît atteignable. Et oui. Cela nécessite donc une multitude d'énergies renouvelables. Vraiment de mettre tout en commun, aussi bien le solaire, le vent, l'eau, la biomasse, vraiment un petit peu tous les procédés que l'on peut. Et est-ce que ça nécessite des gros parcs et une multitude de petits parcs de consommateurs autonomes, de producteurs autonomes? Est-ce que le panel est un petit peu de tout ça, ou est-ce qu'il y a besoin d'accélérer un domaine? C'est un sujet assez long et avec beaucoup de détails, mais je vais essayer de résumer. Les besoins, ils vont être à tous les niveaux, pas seulement sur des gros parcs de production. Ils vont être aussi au niveau de l'infrastructure, au niveau de la consommation, la capacité à avoir de la flexibilité sur la consommation, au niveau du stockage, la capacité à stocker de l'énergie, au niveau de l'infrastructure. Quand j'ai dit l'infrastructure, la capacité à avoir des échanges avec d'autres points de consommation. Ça peut être des pays ou ça peut être des zones. Donc, ça demande de l'investissement. Donc, tout ça doit accompagner justement ces changements. C'est un changement de paradigme. On passe d'un monde centralisé
les centrales nucléaires, c'est un monde centralisé, avec un gros point de consommation qui, après, envoie les électrons un peu partout, vers un monde, justement, où avec beaucoup de moyens de production, des plus gros moyens de production, avec des grosses centrales, par exemple l'éolienne en mer, qui vont être offshore, qui vont être des moyens de production assez importants. Et ça pourra se combiner avec des moyens de production beaucoup plus localisés, comme l'autoconsommation individuelle ou collective, c'est-à-dire la personne qui va avoir un panneau photovoltaïque sur son toit. Donc, il ne va pas y avoir une réponse magique à cette transition énergétique. C'est vraiment un ensemble d'actions et de politiques publiques qui vont justement aider à cette transition. Sur le photovoltaïque, justement, on sait que c'est aujourd'hui... En fait, on sait qu'il y a eu un vrai effet peut-être d'halo et il y a eu un effet où il y a eu beaucoup d'artisans qui ont, on va dire, arnaqué un petit peu tout le monde à une période. Ça a fait du mal au photovoltaïque, ces arnaques. Aujourd'hui, le photovoltaïque, les panneaux on en produit en France ou c'est principalement en Chine? Aujourd'hui, la production, elle vient surtout de Chine. Les panneaux, ils sont surtout importés. Il y a quelques projets européens pour justement essayer de garder les savoir-faire en Europe. Et ça avance, en fait, parce que plus on installe des centrales, plus il y a des savoir-faire qui se développent au niveau des panneaux. Et effectivement, il y a eu... c'était dommage, toutes ces années où il y a eu les photovoltaïques qui a été remis en question, où il y a eu beaucoup d'escrocs, clairement. On peut pas mâcher ces mots sur les gens qui ont vraiment mal agi avec les panneaux photovoltaïques. Et aujourd'hui, ça a laissé des traces chez les gens. Aujourd'hui, les gens ont peur. Il faut justement travailler pour continuer à changer la mentalité et que les gens commencent à voir ça très normal de voir des panneaux sur son toit. Oui. Parce que c'est une manière très naturelle d'optimiser les pourcentages d'énergie produite d'origine renouvelable. Effectivement. La durabilité aujourd'hui d'un panneau solaire, elle est... Et on a des panneaux qui sont garantis 30, 40 ans. Ouais. Ok. Et est-ce que tu aurais la petite checklist pour un foyer en France qui souhaiterait un peu mieux consommer, un petit peu mieux agir au niveau de l'énergie, que ce soit bien sûr éclairage, chauffage, comment il doit s'y prendre pour prendre un peu plus conscience de tout ça et se mettre en mode vert et vertueux. Ouais. Je pense que la première chose à faire, c'est déjà prendre une réalité physique de l'énergie qui est consommée, regarder ses factures et dire voilà, quels sont les montants d'énergie qu'on consomme. Oui. Ça permet déjà de prendre un peu de réalité. Et aujourd'hui, avec les compteurs intelligents, donc Linky et compagnie, on peut justement challenger ces consommations. Et déjà, avec ça, je pense que c'est très important parce qu'on peut prendre la réalité de ce que c'est vraiment la consommation d'énergie. D'abord, observer pour juste après essayer déjà de réduire. C'est ça. Juste observer, ça veut dire que dans notre tête, on va étendre la lumière parce que psychologiquement, on se prépare au chiffre qui va sortir à la fin du mois sur la consommation. Donc, naturellement, il y a des gestes qui s'imposent mécaniquement. On n'a pas besoin d'être chercheur pour savoir que quand on n'est pas dans une pièce, on étend la lumière. Parfois, ce sont des gestes très naturels qui arrivent. Et ça, c'est les gestes les plus simples. Ça, pour moi, c'est le premier pas. Deuxième pas, bien entendu, c'est les chauffages. Les chauffages, c'est quand même une part très importante de notre consommation d'énergie. Et donc, tout mettre en place pour qu'on consomme le moins possible à un niveau chauffage et qu'on ajuste notre température dans les pièces. Parce que parfois, un degré de plus ou moins... C'est énorme à la fin de l'année. Ouais, ça a un impact vraiment pas négligeable. Donc, si on peut baisser de 2 degrés le chauffage de notre maison, et ça suffit de mettre un pull pour compenser, c'est peut-être une économie qui n'est pas négligeable. Vraiment,
vivre un petit peu plus avec la nature, avec le soleil, bien ouvrir les volets, bien profiter de tous ces apports-là gratuits. Et, ok. Oui, il y a ça. Après, pas tout le monde habite au même endroit, donc on peut habiter en ville. C'est plus compliqué aussi de profiter de la nature. On habite à la campagne, on a d'autres problématiques parce que peut-être les maisons sont moins bien isolées, on ne profite pas du chauffage des bâtiments. Donc les problématiques peuvent être très différentes en fonction de l'endroit où on habite et en fonction de nos usages aussi, de notre logement. Donc chaque cas a sa solution, mais la prise de conscience, elle est vraiment très nécessaire. Et après, par exemple, savoir quelle est la température d'une pièce, c'est vraiment important parce qu'on peut paramétrer les niveaux de chauffage, chauffer à 19 ou à 23, ouais. C'est pas le même niveau de consommation. C'est énorme. Et puis, donc, juste simplement mettre des têtes thermostatiques un peu à droite à gauche ou des thermomètres juste déjà pour prendre conscience. Ok. Des sondes. Entretenir, bien sûr, tous ces éléments de chauffage aussi. Et puis, bien sûr, aller chez Planète Oui. Bien sûr, mais encore une fois, l'énergie de la pluie verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Oui. Donc, avant d'aller voir un fournisseur vert, prenez conscience de qu'est-ce que c'est l'énergie et de comment on la consomme. Et si vous venez chez Planète Oui, nous allons vous aider, ça sans doute. On met en place des choses pour justement accompagner. Pour éduquer, amener de la pédagogie et de la conscience chez vos clients. Oui, c'est clairement. On met en place un coaching conso pour accompagner dans l'aide, dans la consommation. Justement, les compteurs intelligents aujourd'hui nous donnent beaucoup d'informations qui peuvent être exploitées pour aider les consommateurs à mieux consommer. On rentre dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau monde où la data est disponible, où des nouvelles sociétés avec une vocation technologique comme la nôtre peuvent exploiter ces data et accompagner les clients pour justement mieux consommer et surtout pour accompagner la transition énergétique. Et là, justement, il y a eu aussi une autre, on va dire, polémique sur ces compteurs Linky. Est-ce que en fait c'est une polémique juste parce que les gens aiment réagir et pousser des coups de gueule en France ou... Oui, c'est toujours compliqué de savoir en France pourquoi les gens sont en train de gueuler. Ça fait quelques années que je suis en France et j'ai pas toujours compris ces manifestations aussi importantes sur certains sujets. Oui, le Linky, tout sujet crée débat. Le Linky, bien sûr, c'est un élément technologique qu'on ajoute en plus à notre maison. C'est un élément dont Planète Oui a en fait besoin et maîtrise clairement pour améliorer toute l'expérience et la consommation. Pas besoin, mais bien sûr, on peut s'en servir pour améliorer l'expérience client et pour améliorer l'usage de l'énergie. Parce que les compteurs intelligents, ils sont pensés pour ça, pour justement avoir plus d'informations sur la manière de consommer. Après, nous, en tant que fournisseur, on est là pour accompagner. Le rôle d'Enedis, c'est mettre en place les Linky. Ça facilite aussi son travail. Nous, on s'adapte à chaque client, mais si un client a Linky et a envie de travailler sur la manière de consommer, nous avons tout pour accompagner cette démarche. Super. Quels sont les prochains challenges, étapes de Planète Oui? Bonne question, parce que les temps passent très vite et les business évoluent et parfois on n'a pas le temps de se poser. Mais déjà, le premier challenge à très court terme, c'est se structurer. Nous avons beaucoup grandi. Oui, nous avons beaucoup plus de nouveaux collaborateurs. L'idée, c'est intégrer tous les collaborateurs, trouver la bonne manière de travailler. Nous avons des savoir-faire incroyables au sein de l'entreprise. Et notre challenge, c'est mettre en place le process pour que les gens puissent échanger, travailler et créer de la valeur. Ok.
Vraiment souder toutes les équipes. Ouais. Justement, entre Lille et Lyon, vous voyez, peut-être pas en 2020, c'est compliqué, mais y a une... Qu'est-ce que tu mets en place pour travailler cette culture, fortifier cette culture d'entreprise? On a un budget transport SNCF en 2019 qui est très conséquent. Oui. On a beaucoup pris les trains les uns et les autres. Il y a eu beaucoup des échanges Lyon-Lille. On a l'avantage qu'entre Lyon et Lille, on a des trains directs qui sont très rapides et très efficaces. Donc ça se fait assez bien. Donc beaucoup d'échanges et c'est avec les échanges que l'information circule. Important de bien communiquer à l'interne pour bien communiquer les projets d'entreprise. Et non, ça se passe bien. 2020, effectivement, c'est un peu plus atypique à ce niveau-là. Pendant justement le confinement, comment vous avez géré un petit peu de tout ça? On s'est mis tous au télétravail. C'était le 18-19 mars de mémoire. On s'est tous mis au télétravail. On avait l'avantage qu'on était prêts pour. Déjà, le télétravail était assez appliqué dans notre entreprise. Les gens avaient la possibilité de faire des télétravail. Il y avait certains qui les faisaient de manière un peu plus régulière que d'autres. D'accord. Donc, techniquement, ça n'a pas été problématique. Tout le monde a pris son laptop et l'a mené à la maison et a continué à travailler. Après, ce qu'il a fallu, c'est justement à s'adapter personnellement à ces changements de situation. Et dans la production d'énergie, il n'y a pas eu de soucis particuliers pendant cette période-là? Non, au contraire, il y a eu beaucoup trop de production par rapport à la consommation parce que tous les sites de consommation industrielle ils se sont arrêtés. Ok. Au niveau de la production, non, ça continue à tourner. Donc, ce qui a fait qu'à certains moments, pendant les confinements, il y avait un excès d'offres par rapport à la demande au niveau global, je parle. D'accord. Donc c'est soit parti dans la nature, soit ça a été revendu à l'étranger. Ça a été beaucoup exporté. Okay. Après, il y a certaines centrales qui sont arrêtées justement pour rééquilibrer. Mais on avait justement une problématique plutôt d'excès d'offres. Et d'un coup, il a fallu... Est-ce que ça a été aussi du jour au lendemain de nouveau un pic de consommation en juin ou... Non, c'était progressif. C'est progressif en fait. Ouais. Et surtout que les pics de consommation forts en France sont l'hiver et la sensibilité, elle était moins forte au mois de juin qu'au mois de décembre. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as un avis, en tout cas un regard sur le transport, l'énergie dans le transport? Est-ce que si demain tous les Français ont une voiture électrique, c'est une bonne chose? Est-ce que quels sont les challenges dans ce domaine? Les challenges dans les domaines des transports va être l'infrastructure. Ouais. Va être qu'est-ce qu'on met en place comme infrastructure? Comment faire le plein de sa batterie? Est-ce que c'est l'hydrogène qui va s'imposer? Est-ce que c'est la voiture électrique qui va s'imposer? Est-ce que ça va être gaz naturel qui va s'imposer? C'est des options technologiques, il y en a plusieurs. Ce qui va avoir vraiment de l'impact, c'est l'infrastructure qui va être mise en place justement pour accompagner tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'on va s'orienter vers une diversification des infrastructures. On aura différents types de véhicules en fonction de l'usage. Par exemple, les flottes d'entreprises, je suis convaincu qu'on va passer 100% électrique. Parce que les commerciaux qui veulent aller faire les tours dans un rayon de 100 km, pas besoin d'avoir une voiture autre qu'une voiture électrique. Donc déjà, ça va beaucoup changer et ça va arriver petit à petit. Okay. Moi, je suis assez convaincu. Dans les 5 prochaines années, déjà, ça va faire le tri. Et c'est aussi notre idée en tant que gestionnaire d'énergie. C'est que la voiture, la batterie des voitures, il faudra la gérer. Et ces savoir-faire que nous développons en tant que gestionnaire d'énergie, pour nous, une voiture électrique, ça va être comme gérer l'énergie d'un producteur. Oui. Et pour nous, c'est un gros challenge. Donc, si vous avez des clients, bien sûr, professionnels, nous aurons la possibilité d'optimiser aussi la recharge de ces voitures. Et nous travaillons justement sur les algorithmes qui permettent... Voilà, c'est vraiment un sujet de fond. Ça démarre.
Mais je suis assez optimiste et je pense qu'on pourra intégrer à moyen terme ce type d'offre à notre offre globale. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup pour tout cet éclairage, encore une fois, sur l'énergie que chacun consomme. C'est vraiment au bout de chacun de nos doigts et on n'en a pas conscience. Si on passe maintenant à des petites questions un peu plus, on va dire, hors énergie, mais plus pour apprendre à te connaître. Est-ce que tu as déjà voyagé ? Oui. Oui, j'ai beaucoup voyagé. Le goût du voyage est présent chez moi depuis très longtemps. C'est pas par hasard que j'ai débarqué en Albanie pour un VIE, pays que je connaissais déjà au préalable. D'accord. J'étais un passionné de l'ancienne Yougoslavie. Ok. Et j'étais parti dans les Balkans. Et quand tu étais jeune ? Quand j'étais jeune, oui. L'Albanie, c'était pas la Yougoslavie, mais ils avaient un dictateur qui est assez atypique aussi, qui m'avait passionné à l'époque. Et voilà, ok. Un exemple de voyage que j'avais pu faire à l'époque. Mais oui, j'ai beaucoup voyagé depuis mes 17 ans. Ouais. Est-ce que tu aurais du coup une culture ou un pays que tu aimerais découvrir ou redécouvrir grandement, vivement ? On a un projet de voyage qu'on a et qui nous travaille en famille, c'est aller au Bhoutan. Oui. C'est un projet qu'on aimerait bien faire dans les années à venir. Il faudra trouver les moyens de trouver les temps nécessaires pour y passer et d'organiser ça bien, surtout avec les enfants. C'est pas toujours évident, mais oui, c'est un des projets de voyage que nous aimerions faire un jour. En famille, super. Ouais. Est-ce que tu aurais une ressource, livre, film, expo, podcast à nous partager qui t'a marqué dernièrement ? Oui, ces derniers temps, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Les bugs humains. Le bug humain, oui. Alors, je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu. Ouais, donc ça. Moi, à un moment, ça m'a alimenté aussi dans la réflexion autour de l'écologie et de notre position vis-à-vis de nos actions quotidiennes. Et on a un cerveau câblé vraiment pour notre survie, mais des fois, on le dit souvent, on est notre propre et le plus grand de nos ennemis. Clairement, ouais. Et comment répondre à ça, c'est la conscience. C'est ça, évangéliser, apprendre, découvrir, conscientiser. C'est tout le travail de votre pédagogie aujourd'hui aussi. Ouais. Si tu avais un bouton No Limit, là devant toi, qu'est-ce qu'il actionnerait ? Qu'est-ce qu'il actionnerait ? Bonne question, parce que les excès, je n'ai jamais cru aux extrêmes, donc les excès, donc le no limit. No limit ou justement rêve concrétisable, une ressource supplémentaire. Du temps et la conscience. Okay. Pour chacun ? Pour chacun, oui. Chacun et chacune. Parce qu'on s'en rend compte que le temps et la conscience facilitent beaucoup la vie au quotidien pour les uns et les autres. Et avoir la capacité à donner cette conscience aux gens, ça a sans doute un impact à long terme. C'est sûr. Et qui dit temps, conscience, dit éducation, et qui dit éducation, c'est une vision des choses à long terme. Très bien. Dernière question sur Aventure Humaine. On pense et on est convaincu que le podcast est avant tout une trace et un héritage qui sera là, qui est encapsulé. Tu nous as partagé un parcours, une vision importante. Est-ce que tu aurais un petit mot à laisser à tes enfants ? Un petit mot à mes enfants ? Je ne sais pas si c'est un petit mot, mais en tout cas, j'ai un petit monde qui souffre un peu aujourd'hui.
Et j'ai envie de leur laisser un monde beaucoup plus durable que celui que nous vivons aujourd'hui. Et du coup, c'est tout ce que tu mets en place au quotidien en termes d'énergie, justement. En tout cas, ça fait partie justement des idées que je cherche à projeter. Ouais. Super, merci beaucoup Albert. Mention spéciale à Béatrix de l'agence Raoul qui nous a mis en relation. C'était très pertinent et ça s'est fait de manière très fluide. Donc merci à elle. Et est-ce qu'il y aurait moyen pour motiver nos auditeurs à passer chez Planet Oui, qu'ils aient un petit code, un petit avantage promo? Oui, on pourrait mettre en place un code parrainage, code parrainage Gaël. On va trouver. On mettra tout ça dans les notes pour vous inciter. Nous, on l'est pas encore chez Planet Oui, mais on est déjà chez un acteur d'énergie vert. On va nous aussi passer chez Planet Oui. À l'époque, il n'y avait pas de gaz et c'est vrai que c'était un des arguments que nous, on avait d'essayer de globaliser chez un producteur qui pouvait tout mettre en place et répondre à tous nos besoins. Mais maintenant, vu que c'est déjà accessible, on va passer aussi chez Planet Oui. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Albert pour tout ce partage et ce beau projet qui est au début, mais qui chaque jour grandit et vraiment fait en sorte que le petit monde qui souffre se guérit un petit peu plus chaque jour, je pense. En tout cas, prend conscience de tout ça et de ces efforts qu'il doit mettre en place. Merci beaucoup Gaël, ça a été un plaisir. À très bientôt à tous. Mettez des petits commentaires sur Apple Podcast, on en a toujours besoin, 5 étoiles et rentrez en contact avec Albert sur LinkedIn, envoyez-lui des beaux messages positifs, il y en a besoin pour s'attaquer à des projets comme ça sur la durée et puis allez regarder Planet Oui, producteur et fournisseur d'énergie verte. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.